Bonjour, merci d'être fidèle à Bourse et Valeurs, le rendez-vous hebdomadaire des entreprises régionales cotées. À retenir cette semaine, la société savoyarde Rocktool, spécialiste des technologies d'induction et des solutions innovantes de moulage, qui publie ses résultats 2024. Rocktool retrouve peu à peu la visibilité après une année 2024 compliquée. Les résultats chiffrés reflètent cet exercice difficile avec un chiffre d'affaires en sérieux recul à 6 250 000 euros, contre un peu plus de 9 millions en 2023. Dans ces conditions, l'EBITDA est négatif à moins 1,6 million et le résultat net plonge à moins 2,5 millions d'euros. À noter quand même que le plan de réduction des coûts se traduit par une économie de 1 million d'euros sur 12 mois, l'occasion aussi pour Rocktool d'abaisser son point mort et de poursuivre sa politique de signature de partenariats significatifs avec quelques acteurs importants. En bourse, Rocktool cotait mardi soir 0,30 €, soit un repli de moins 26,9% par rapport au 1er janvier. Recule également de moins 70% en un an et de moins 89,7% en 5 ans. On retrouve à présent notre invité, Philippe Lorito, directeur général de CF Group. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, CF Group, un groupe français de technologie médicale spécialisé dans la chirurgie de la colonne vertébrale et les dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique, avec notamment un site de production à Fleurieux-sur-la-Brelle, puis un autre en Tunisie. Voilà. Et puis aussi le siège social du groupe à Fleurieux depuis quelque temps. Depuis quelques mois, oui, exactement. Voilà. On va repréciser, bien représenter donc, les activités du groupe. Pour commencer, il y a deux activités principales, effectivement. Toute la partie historique Fleurieux, c'est de la sous-traitance, donc on fabrique, avec notamment des salles blanches, donc on est capable de livrer des produits emballés. Et puis Safe Orthopédique, qui elle, par contre, est au sens réglementaire un fabricant, puisque conçoit, fabrique et distribue des implants pour la chirurgie de la colonne, avec une spécificité, puisqu'on fait des instruments à usage unique. Il y a très peu de sociétés dans le monde qui en font. Alors, CF Group a connu une histoire un peu mouvementée, on va dire. Vous êtes passé par la case redressement judiciaire. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, les nuages sont plutôt derrière vous. Alors oui, les nuages sont bien derrière nous. Donc effectivement, la société, le groupe a été mis en redressement judiciaire en septembre 2023 et on est sorti de ce redressement judiciaire en novembre 2024, début novembre 2024. Donc, ce qui est intéressant de noter, c'est que pendant ces 12 mois, l'activité finalement de la société s'est maintenue. Il y a eu un chiffre d'affaires pratiquement stable. Et aujourd'hui, effectivement, on est dans une position à pouvoir enfin accélérer, réinvestir, avoir des nouveaux projets et refaire décoller l'ensemble de l'activité sous-traitance, mais aussi propre. Alors, retour sur l'exercice 2024, que faut-il en retenir donc, de cette année écoulée, puis on parlera des projets après. Vous savez, les exercices durant les redressements judiciaires, je pense que la première préoccupation du management, c'est de garder l'équipe. Il y a une équipe très intéressante dans ces sociétés qui a une grosse expérience et c'était le premier objectif. Et puis le deuxième objectif en 2024, c'était surtout faire comprendre à notre clientèle qu'on allait continuer à être là, que pendant l'ERJ, de toute manière, on maintenait le même niveau de qualité, c'est fondamental, on est dans un système réglementaire extrêmement pointu, et qu'on était conscient des problématiques, parce que si on s'était retrouvé là, c'est qu'il y avait des problèmes, qu'on en était conscient, qu'on allait les régler. Et effectivement, aujourd'hui, on commence à mettre en place des choses, notamment du service, c'est très important, pour régler ce type de problématiques. Alors justement, la stratégie donc, de ces groupes pour sortir de ces difficultés, c'était quoi votre plan? Alors, la stratégie, elle est aussi liée au fait que maintenant, Safe Group s'appuie sur une autre société américaine qui s'appelle SpineUp. Bon. On est en train de consolider tout ça. SpineUp est une société américaine, ça représente 50%. Qui était votre société. Qui était ma société, effectivement. Que vous déteniez majoritairement. Exactement. Donc, positionné sur le marché américain, c'est 50% du marché mondial, avec effectivement l'activité de Safe Orthopédique, l'usage unique, très très intéressant pour le marché américain. Bon. Donc la stratégie, c'est effectivement de pouvoir s'appuyer sur les réseaux SpineUp pour pouvoir continuer à commercialiser, ou en tout cas recommercialiser les produits Safe, et puis effectivement s'appuyer aussi sur les réseaux Safe, parce qu'il y avait des réseaux, pour pouvoir aussi commercialiser les implants SpineUp. Et effectivement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. L'activité a fortement progressé, aussi bien par la vente d'implants SpineUp que la vente d'implants Safe. Donc ça, c'est effectivement le haut de l'iceberg, je dirais, sachant que les deux groupes ont des activités complémentaires. Alors, on est tous les deux dans le rachis, mais on a Safe avec de l'usage unique,
Spine-up avec des instruments conventionnels, qu'on va restériliser chirurgie après chirurgie. Il y a un besoin de ça aussi. Et puis, on a Spine-up qui travaille sur des produits beaucoup plus innovants, notamment dans les matériaux. On a aujourd'hui des polymères qui ont intégré des particules d'hydroxyapatite pour permettre une meilleure ostéo-intégration de ces dits polymères, etc., etc. Donc, les deux stratégies se combinent très, très bien. Maintenant, il faut qu'on les fasse monter en puissance et ça prendra un petit peu de temps. On va en parler. Safe Group, c'est une entreprise de combien de personnes aujourd'hui? Donc, combien à Fleurieux sur l'Arbre? Alors, Fleurieux, on est une quarantaine de personnes, Safe Ortho et Safe Médical. Et en Tunisie, on est une cinquantaine de personnes. Et aux États-Unis, on a 6-7 personnes aussi. Ça fait quoi, une centaine de personnes? Ça fait un peu moins d'une centaine de personnes. Ouais. Alors, l'actualité immédiate pour vous, c'est des développements sur le continent américain. Venezuela, Colombie, mais aussi première chirurgie au Texas. Expliquez-nous tout ça. Alors oui, donc si vous voulez, aux États-Unis, après avoir les agréments, donc le 510K de la FDA, il faut aussi avoir des accords dans les systèmes hospitaliers. Donc vous avez des systèmes hospitaliers qui vont couvrir 100, 200, 1000 hôpitaux, etc. Et une fois que vous obtenez ces accords, vous pouvez enfin commercialiser. Et Safe avait des accords dans certains hôpitaux, non utilisés. Et parfois avec des implants qui n'étaient pas nécessaires dans l'activité de l'hôpital, par exemple. Et puis, pareil, du côté de Spine-up. Et en fait, on a réussi effectivement à permettre à Spine-up de vendre des produits Safe quand on était enregistré et vice-versa. Donc ça, effectivement, ça se développe, ça se met en place. Et comme les gammes sont complémentaires, c'est très intéressant. Très intéressant pour les chirurgiens, les hôpitaux, mais aussi nos distributeurs ou nos commerciaux. Et en Amérique latine, historiquement, Safe était présente au Mexique et au Chili. Moi, j'ai historiquement toujours beaucoup travaillé en Amérique latine. On a effectivement développé la Colombie et le Venezuela. Et je voudrais m'arrêter un tout petit peu sur le Venezuela parce que c'est un pays, on connaît son historique des 10-15 dernières années. C'est un pays avec énormément de difficultés. Et là, vous avez signé notamment un accord de distribution. Alors, on a signé un accord de distribution. Tout récemment. On a fait des chirurgies. On a informé le marché de ses premières chirurgies. On en a fait plus maintenant. On est dans 3 villes directement au Venezuela. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que les produits Safe étant des produits très innovants, ils sont forcément un peu plus chers que la moyenne des produits, surtout dans ces pays où on trouve très souvent des produits low cost. Et on se rend compte qu'en fait, parce qu'on rend un vrai service qui est quantifiable, le fait d'avoir des instruments à usage unique, disponibles immédiatement, qui sont non dépendants des process des hôpitaux qui peuvent être compliqués ou parfois inexistants, et ben en fait, ce service est vraiment valorisé et le prix de l'implant, qui peut être, je ne sais pas moi, 3 fois plus cher parfois que certains non-concurrents, n'est plus une problématique. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, ça nous ouvre un certain nombre de marchés. Voilà, donc ça, c'est vos actualités les plus brûlantes, Venezuela, Colombie, Exactement. États-Unis. Exactement, on est en cours d'enregistrement dans d'autres pays. Bon, je ne vais pas vous les citer ici parce qu'il faut qu'on communique au marché en premier, vous le savez. Mais effectivement, on a des développements. Donc tout ça, c'est la préfiguration de prochains développements prometteurs, a priori. Exactement. Ouais. On a une grande expérience au niveau de l'export et de l'international. Oui. Que représente l'export, l'international pour vous aujourd'hui? Aujourd'hui, pour Safe Médical, c'est relativement faible, on va dire entre 10 et 15%. Pour Safe orthopédique, on est plutôt de l'ordre de 30-35%. Si on essaye de voir quels sont vos objectifs à moyen terme maintenant Pour Safe orthopédique, l'international et les États-Unis doivent être prédominants. Ça, c'est une évidence même. Pour Safe Médical aussi, mais c'est moins ancré dans la stratégie. Safe Médical est un acteur français, connu et reconnu parce qu'en fait, Safe Médical, avant d'être Safe Médical, a un long track record de sous-traitance. C'est une société qui existe depuis 30 ans, qui a été vendue 2-3 fois dans son histoire. Donc avec un historique français bien reconnu. Mais qui aspire à une stabilité aujourd'hui. Alors oui, ça c'est sûr, mais qui a un potentiel effectivement d'aller se développer sur l'international aussi, parce qu'il y a de plus en plus de demandes. Et c'est vrai que la production redevient petit à petit un cœur de métier. Moi, j'ai commencé dans ce secteur en 1992, où la production était le cœur de métier. Ça a changé, je dirais, année après année, parce que la R&D est devenue prépondérante, et puis la qualité, et puis le clinique. Et là, de nouveau, la production redevient
un cœur de métier petit à petit. Et là, vous avez un vrai savoir-faire. On a un vrai savoir-faire, on a une équipe. J'insisterai jamais assez sur l'équipe parce que c'est ça une société. C'est une histoire d'hommes, c'est l'équipe. Et puis on a un site en France, un site en tunisien qui nous donne beaucoup de flexibilité. Et ça, c'est important. Les premiers mois 2025, quelle tendance vous voyez ? La tendance, je dirais, suit 2024. On progresse. De nouveau, on est dans un environnement réglementaire très compliqué. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Mais la musique a un bon tempo et on va la suivre. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Philippe Lorito, d'être venu sur le plateau de Bourse et Valeurs. Pour finir, on jette un œil au parcours en bourse. Alors, c'est groupe coté 0,0026 le 20 mai au soir, soit moins 96% par rapport au 1er janvier, 99% par rapport à un an, moins 100% en 5 ans. Pas de commentaires sur ce cours de bourse ? Non, pas de commentaires. On est financé depuis longtemps par des obligations convertibles. Voilà. Le problème, c'est pas l'obligation convertible, c'est ce qu'on en fait. L'obligation convertible, ça peut être un outil très intéressant pour un projet court terme, moyen terme, mais un début, une fin. L'obligation convertible pour financer un déficit chronique de cash flow, effectivement, ça donne ce type de résultat. Voilà. Mais ceux qui vous seront restés fidèles, ils s'y retrouveront un jour. Je pense que effectivement, on est de toute manière sur du long terme dans notre secteur. De toute manière, moi, ça fait 33 ans que je suis dans ce secteur, donc je ne vais pas changer aujourd'hui. S'y retrouveront un jour, c'est peut-être difficile à dire. Par contre, il y a une chose qui est évidente, c'est que je suis convaincu que les obligations convertibles, c'était une époque, ça a été utilisé. Nous, on a repris le contrôle de la société il y a un peu plus d'1 an. Bon, voilà. C'est un outil qui était existant, donc on l'a utilisé. On n'a pas vocation à continuer à faire l'obligation convertible tout le temps. Ça, c'est sûr. Voilà, ça, c'est sûr que non. Très bien. Merci beaucoup. Et puis on aura l'occasion de faire d'autres points en fonction de vos développements. Philippe Lorito, donc directeur général de C Group. Bonne fin de semaine et à vendredi prochain pour un autre Bourse et Valeurs. Merci, au revoir. Merci.